bonjour. Je suis guide de pêche professionnel, je m'appelle Jean-Claude Tanzili. Je suis heureux de vous faire partager avec moi une journée de pêche au silure sur la Saône, entre Trévoux et Belleville. Je vais essayer de vous retransmettre un petit peu ma passion et nous allons ensemble pêcher des poissons qui peuvent atteindre des tailles respectables et offrent aux pêcheurs des combats fabuleux. À présent, je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise. En ce qui concerne la canne et le moulinet, déjà, donc les cannes sont très puissantes, mais c'est des cannes qui restent tout de même légères. Hein. Alors elles font en moyenne 3 mètres à 3,50 mètres pour la pêche du silure, ça convient tout à fait. Mais disons que là j'utilise une canne de 3 mètres. Hein. Elle fait 4 livres de puissance. On peut lancer des leurres de 150 grammes, tranquille, avec. Quant au moulinet, on a ici un modèle qui convient tout à fait à la pêche du silure. Il a un frein très progressif. Il a un grand développement. L'anti-retour est puissant également. C'est très fiable comme matériel. Et j'utilise aussi des tresses. Alors cette tresse fait à peu près 24 kg de résistance. On peut pêcher le silure avec des tresses de 20 à 30 kg de résistance. Hein. Ça correspond approximativement à du 35-40 centièmes maximum. Pour les leurres, il y a de nombreuses possibilités et propositions. Nous verrons ça d'ailleurs demain ensemble, mais je vais vous faire voir un petit peu quand même tout ce qui est possible d'utiliser pour la pêche du silure au lancer dans les méthodes de pêche sportive. Là, nous avons donc, bien entendu, des rapalas. C'est encore un leurre qui est très très meurtrier pour la pêche du silure, qui donne de bons résultats. Mais faut-il encore que les poissons soient à un certain niveau et plus ou moins mordants pour le prendre. Nous avons des big, des cuillères ondulantes, lourdes, moins lourdes, des cuillères tournantes, plombées voire jusqu'à 50-60 grammes, des poppers gloop, des leurres souples, tout type de leurres souples. Nous allons essayer un peu tout ça ensemble et j'espère que le fait de tester tous ces leurres nous donneront de bons résultats. Voilà, aujourd'hui on a énormément de vent, j'espère qu'on aura des conditions météo plus favorables demain. Sur un poste à silure, je vais prendre un maximum pour l'aborder, un maximum de précaution pour aborder le poste à silure. Donc ce que je fais, je vais remonter le poste en amont et je vais user des courants pour me laisser les porter dessus, pour éviter bruit de moteur et tout bruit en surface. Évident qu'on a affaire à des poissons très méfiants et déjà ceci est une option sur la victoire quand on veut avoir toutes les chances de se poser. On a un léger courant de Saône, ça va nous favoriser pour venir se positionner pile au bon endroit. On détourne bien le poste, comme ici. On va couper en direction du bord. Bien entendu, il y a quelques années, ceci, on n'était pas obligé de prendre des précautions comme ceci, tout simplement parce que le poisson avait moins de prédation vis-à-vis du pêcheur. Mais aujourd'hui, c'est un poisson très méfiant. Donc tout ça, c'est essentiel. Voilà, on va commencer à ralentir le moteur et je vais arrêter le moteur avant de me positionner. L'essentiel, c'est de bien calculer la lancée du bateau. Voilà, à présent, c'est les courants
qui vont placer le bateau. En fait, je me sers des lois naturelles de la rivière pour positionner mon bateau. On va faire quelques dizaines de mètres en dérive. On va poser le poids avec beaucoup de discrétion sur le fond. Et on pourra entrer en action de pêche. Alors bien entendu, pour positionner le bateau, j'ai des repères qui se situent au niveau des arbres, des branches, etc. Et ça, c'est très important d'avoir tous ces repères parce que les silures affectionnent des endroits plus que d'autres et ils s'y concentrent. Et c'est souvent face, j'ai localisé ces poissons face, à titre de repère, j'ai des branches, des avancées, des petits détails sur le bord auxquels j'ai porté beaucoup d'attention. Voilà, on va pouvoir caler le poids. Alors le poids, je le pose avec beaucoup de discrétion sur le fond. Hein. Ça aussi c'est important pour éviter tous les bruits. Car l'eau est très porteur de son, hein. Beaucoup plus scolaire. Voilà. On va laisser un petit peu de mou. Voilà. Alors on a un avantage ce matin, c'est qu'on a la surface de l'eau qui est très lisse et en fait c'est la meilleure façon d'arriver à positionner le poisson parce que le silure relâche de temps en temps de l'air et ces bulles d'air montent en surface et quand il n'y a pas de vent, quand l'eau est lisse comme de l'huile comme aujourd'hui, on a un avantage, c'est de pouvoir localiser le poisson avec beaucoup de précision par rapport à ces décompressions d'air et ces relâches de gaz que les silures font quand ils sont bien positionnés à un endroit. Ce que je fais là, je me mets une petite protection sur le doigt, le pouce gauche, car c'est cette main qui va prendre les poissons par la mâchoire. Et souvent, je prends le poisson, donc dans la plupart des cas, je prends le poisson par la mâchoire avec le pouce. Et le pouce est toujours en contact avec la dentition inférieure du silure. Donc, ce que je cherche à me protéger, c'est surtout le pouce, tout simplement, parce que là, il y a des éraflures. Et j'évite de me servir de gants, parce qu'avec le gant, avec les gants, il n'y a pas le même contact pur. Là, on peut dire que c'est l'idéal. Et ce que je conseille aussi, c'est de ne pas se servir de gaffe ou d'épuisette pour combattre un poisson de sport comme celui-ci. On a affaire à un poisson merveilleux. Il faut lutter à armes égales jusqu'au bout avec lui. Alors au moins se protéger un peu le doigt. Bien entendu, il y a toujours des risques hein, au niveau des hameçons ensuite. Bon, ça c'est des précautions à prendre au moment final de la prise. Voilà, comme ça, c'est ce pouce qui va rentrer dans la mâchoire du silure et qui va être en contact avec les dents ici. Bon, bah là, on attaque le premier poste de la journée. Alors, ce que je fais, je vais l'attaquer tout de suite avec une cuillère tournante. Je vais le faire à différents niveaux et on va le peigner sur une bonne largeur. Ce que je fais avec une tournante, on la met tout de suite en rotation, la palette. Voilà. Et là, je passe à peu près dans 2-3 mètres d'eau. Alors qu'il y a 12 mètres de fond à l'endroit où on pêche les silures. Mais je fais différents paliers. Parce que si je passe au plus bas et que les silures sont dans seulement 3 mètres d'eau, je vais passer au-dessous d'eux et mon fil risque d'être en contact avec les poissons, ce qui va les faire fuir immédiatement. J'essaye de faire des propositions au-dessus de leur tête et de descendre progressivement au fur et à mesure qu'on pêche le poste, avec des leurres différentes et une action de pêche différente aussi. On va laisser descendre le leurre un peu plus bas que la première fois, alors que je suis toujours à peu près dans la même trajectoire du lancer.
Et là, cette fois-ci, je vais faire prospecter ma cuillère dans 5 mètres d'eau. Alors, je la laisse redescendre un peu, contrairement à tout à l'heure. Je reprends un contact avec le fond et je me mets en récupération rapide pour mettre la palette en rotation immédiatement. De temps en temps, une petite accélération, ça peut déclencher l'attaque du silure. Et ça peut jouer aussi un effet de surprise sur son comportement. Là, je passe entre 5 et 6 mètres de profondeur. On va refaire un lancer derrière celui-ci, je la ferai passer dans 7 mètres. Ainsi de suite. Et après, je partirai sur la droite au fur et à mesure. Comme ça, j'aurai criblé à peu près tout le poste, je l'aurai peigné sur toutes les hauteurs et sur toute la largeur. Après, il y aura peut-être des propositions différentes à faire. Si je sens que les silures sont là et qu'ils refusent ma cuillère, à ce moment-là, j'interviendrai avec des cuillères différentes, voire des poissons morts maniés ou des cuillères ondulantes. C'est une pêche qui doit être effectuée intelligemment. On ne peut pas pêcher comme ça au hasard, à tort à travers. Il faut penser profondément à ce qu'on fait et s'appliquer au maximum. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive sur une zone de pêche et quand on prospecte un bon secteur de pêche à silure, on le fait en 3 étapes. Il y a le lancer des leurres qui tombe dans la zone de lancer des leurres. C'est l'endroit où les silures ne se trouvent pas. Après, il y a la zone de récupération, c'est la zone où les silures se trouvent. C'est là qu'on prospecte le mieux possible. Et ensuite, les 10 ou 15 derniers mètres, c'est ce que j'appelle la zone de récupération rapide ou la zone de combat. C'est là qu'on arrache les silures du poste et qu'on vient les combattre dans une zone où les autres ne sont déjà plus. Parce que si on se met trop près du poste, c'est pour ça que je laisse toujours des grandes distances entre moi et les poissons, si on se met trop près du poste, automatiquement on crée une panique. Dès qu'on prend un poisson, on crée une panique parmi les autres et souvent il y a l'éclatement et la répartition de tous les sujets qui sont sur les lieux. Voilà, j'ai prospecté un peu le poste sur toute la largeur, sur toutes les profondeurs, avec 3 types de leurres différents. Il me semble que les silures ne sont pas présents. Il est possible qu'il y avait quelques silures sur les lieux, mais c'est un poste qui subit une pression de pêche très importante. Et tous les postes où il y a une grosse pression de pêche, le poisson est très méfiant et c'est vite déjouer les leurres du pêcheur. Voilà, on peut dire que je l'ai peigné sur toute sa largeur, la profondeur, la hauteur, avec différents leurres. Bon, ça va être le moment de quitter ce poste et on va se rabattre sur un autre. On en a une vingtaine à faire aujourd'hui et il y aura toujours un endroit où on va trouver des silures mordeurs. Le poisson n'est peut-être pas présent ce matin. Le poisson, des fois, établit des zones par rapport au mouvement de barrage et au mouvement d'écluse. Il suffit qu'il y ait un peu plus de courant. Les silures qui sont plus ou moins réparties sur toute la zone vont se reconcentrer à un niveau et à un endroit bien précis. Donc souvent, ça peut intervenir au cours d'une journée. On peut avoir 2 défaites le matin sur des lieux et le soir réussir. Le silure affectionne des endroits plus que d'autres, mais c'est toujours par rapport à des circonstances qui tiennent au niveau des courants, au niveau des perturbations en surface, des remontées de péniche, la navigation fluviale, etc. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « le poste n'a pas marché, c'est pas la peine d'y revenir aujourd'hui ». On y reviendra ce soir, au retour. Alors là, j'ai bien pris la bordure pour aborder ce 2e poste à silure. Et j'ai mis un coup d'accélérateur au dernier moment pour lancer le bateau. Le poste à silure est en plein milieu de zone et on va l'aborder aussi là avec beaucoup de précaution. Et je vais l'attaquer à la cuillère ondulante. C'est une cuillère qui fait 70 grammes. Elle convient tout à fait pour le type de poste qu'on va prospecter. Donc, je mets ma cuillère sur son émerillon. L'émerillon, par mesure de sécurité, car rien n'est à négliger dans la pêche du silure, ça je tiens à le préciser, je le resserre un petit peu ici sur la fermeture, légèrement. Il m'est arrivé à 2-3 fois d'avoir eu la malchance de toucher des silures
qui avait engamé complètement la cuillère et le bord de gueule se trouvait en contact avec l'émoillon. Ce qui fait que souvent ça peut provoquer une ouverture et après on perd un beau poisson à cause d'une négligence de départ. Donc je resserre toujours. C'est une petite précaution et mesure à prendre. Il suffit de nombreuses expériences et un jour on se dit ben on a eu raison de le faire. D'autre part, il y a le piquant. Les anneaux brisés sont aussi très importants. Les cuillères, souvent, je les retrouve, je les refaçonne pour avoir des anneaux brisés plus gros. Car les anneaux brisés qui sont commercialisés à la base sont toujours trop fins. Et ils ont tendance à s'ouvrir sur des combats. On pêche quand même des poissons qui arrivent à faire 60-70 kg, avec des tresses de 30 kg. Il faut se dire une chose, c'est que tout est performant maintenant au niveau du matériel, canne, moulinet, etc. Il reste quand même des petits détails à régler au niveau des leurres. Alors souvent j'apporte une contribution personnelle. Les anneaux briseux donc de grosse taille. Ensuite les triples. Triples très très puissants, renforcés. Et aussi le piquant. Alors ça c'est une chose très importante. Un poisson qui met un coup de mâchoire n'est pas forcé de se piquer tout seul. Hein. Ce qui compte c'est que le moins de contact avec la gueule du silure, le triple déjà, la pointe pénètre une partie de la mâchoire. Le reste, c'est le ferrage qui fera le reste et qui fera pénétrer l'émerillon. Mais dans beaucoup de cas, le moins de contact, il faut que le triple pique. Alors ce que je fais pour tester mes triples, je pose tout simplement mon leurre sur le bout de mon doigt. Le fait que j'ai 70 grammes, ça doit suffire pour que mon triple tienne tout seul. Il pique mon épiderme et là on peut dire que j'ai déjà une branche qui est très bonne. Je vais faire l'essai sur les 4, 2. Ouais, je vais peut-être affûter la deuxième, hein. Il me semble qu'elle pique pas suffisamment. Alors l'affûtage, là aussi c'est très important. Il ne suffit pas d'insister et de frotter très fort. Hein. Il suffit de refaire un tout petit peu la pointe, l'extrême de la pointe. Ça ne sert à rien de forcer ou de trop donner d'inclinaison à sa pierre. Hein. On la prend bien dans le fil de la pointe et de temps en temps on contrôle. Parce que je vois souvent des gens affûter les hameçons en forçant. Et après, on réduit cette pointe, et plus elle est réduite, automatiquement, moins elle aura de piquant. Il faut éviter de la réduire au maximum. On refait le filet de la pointe, c'est tout. On enlève les bavures et les petits écrasements. Voilà, je pense que là on a un pointu extrêmement bon. Là aussi, là aussi. Ce qui fait que la moindre attaque se traduit par un piqué et le ferrage fort à la suite au niveau de la pénétration de l'ardillon. Alors tu vois l'inconvénient, bon, on a un poste à silure, il y a 12 mètres d'eau juste devant et on a un gros bateau qui remonte et en plus il est chargé à fond. Alors ce qui se passe c'est que son hélice va provoquer des perturbations très importantes au niveau de la zone où sont les silures et les silures vont certainement gagner la profondeur. Alors ce qui fait que moi je vais adapter ma pêche par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais j'ai jamais dit que le passage des péniches ou des bateaux c'était mauvais pour les silures. Souvent, derrière des perturbations d'hélice, on a des attaques. Tout simplement parce que le fait que les bateaux soient chargés comme ça et poussent énormément d'eau, décolle beaucoup d'animalcules sur le fond et crée des perturbations. Et les silures se remettent souvent en activité alimentaire juste derrière. Le silure est le prédateur du cendre et du brochet, hein, et également de la perche. Mais on pourrait dire aussi que les 3 autres espèces sont le prédateur du silure. Hein. Quand un silure est jeune, lui aussi a sa prédation par les autres poissons. Il n'y a que lorsqu'il atteint une certaine taille adulte, voire 80 cm et plus, que là, à ce moment-là, il ne subit plus la prédation des autres poissons, mais il subit celle du pêcheur. Alors d'un certain côté, tout poisson a sa prédation dans l'eau, et je dis que le silure est prédateur en grande partie des écrevisses en ce qui concerne la saône, et du poisson blanc, comme de la brème, etc. Bien entendu qu'il risque de créer un déséquilibre dans certains plans d'eau, mais en ce qui concerne la saône, jusqu'à présent, il n'en a jamais fait la preuve. Il y a toujours autant de poissons. Bon, il y a des périodes difficiles avec le cendre et le brochet. C'est vrai que le brochet est mis en échec par les autres carnassiers. Mais aussi, il y a aussi un facteur très important, c'est les sites de reproduction du brochet qui ont bien changé depuis quelques années. Le brochet a mal été protégé. Et puis, il faut se dire une chose, c'est quand 4-5 carnassiers sont sur un milieu réduit, forcément, il y en a toujours un ou deux qui vont mettre les autres en échec.
Mais bon, bah, moi je suis au Requai du Silure aujourd'hui en Saône. On a un poisson fabuleux, un poisson de combat. Si on recherche la pêche par elle-même, la pêche du silure devient plus intéressante que celle des autres carnassiers. Hein, parce que c'est un poisson de combat qui donne du fil à retordre aux pêcheurs. C'est un poisson intelligent, malin, quoi, qui sait vite déjouer les pièges du pêcheur. Sa pêche devient très sophistiquée et intelligente. Alors que la pêche du brochet était beaucoup moins. Du brochet, on a toujours des eaux en France où il règne encore, hein, où il est encore bien présent, hein, mais il ne faut pas faire d'introduction. Quand on a un joli développement de brochet haute cendre, à ce moment-là, on évite de faire des introductions de silure, notamment dans les lacs de barrage ou des lacs naturels. Hein. Le silure n'est pas à introduire de partout. Touche. C'est pas un bien gros. Hein. Compte tenu des coups de tête qu'il donne. Ah si, il plaque bien le fond quand même. Hein. Ah si. Si. Il se bataille bien quoi. Il m'a mis une superbe touche. Ça fait plaisir, il y en a quand même quelques-uns de mordeurs. Oh, dis donc. Il part de l'autre côté. Ce que j'aimerais pas, c'est qu'il parte sur le bord. Je vais essayer de le brider avant parce que... Allez, viens. Oh, il n'a pas l'intention de se rendre comme ça. Hein. C'est un petit battant. Il va pas tarder à monter. Allez, viens voir là, qu'on voit le bout de ton nez. Tu vois, normalement, il devrait décompresser. Regarde les bulles. Tu vois, regarde, il commence à lâcher de l'air. Tu les vois? Regarde là. C'est lui qui lâche de l'air là. Allez, viens. Fais C1-20. Alors là, les difficultés vont commencer. Allez. Viens là. Viens là. Aïe, aïe. Eh ben, il a bien attaqué, hein. Il a bien avalé la cuillère. Tu vois. Elle est complètement au fond de la gorge. Bon. Ah ben ça fait déjà un joli poisson. Un beau combat déjà. Alors il est piqué dans les branchies, je vais essayer de le défaire sans trop tirer dessus. Sinon, c'est des poissons qui saignent énormément. Surtout à l'air libre. Voilà. Je vais l'encorber tout de suite. Là, tu vois, je passe la corde entre l'ouïe et les branchies. Hein. Parce que si on passe là au milieu, on risque d'abîmer le poisson. Il faut bien passer contre. Ils ont tous l'estomac vide hein, en ce moment, une période. Tu restes avec nous, on te rendra la liberté ce soir. Hein, parce que je ne libère jamais tout de suite pour pas qu'il retourne sur le poste ou éventuellement où il pourrait créer
la panique hein, sur les autres. Hein. Il m'est arrivé de faire 2-3 essais après des captures de silure. J'attachais un bout de nylon avec un petit morceau de liège et je me suis rendu compte que sur certaines prises, quelques-uns retournaient sur le poste et finalement répartissaient tous les autres, quoi. Alors je préfère les garder en captivité le long du bateau, faire ma pêche et au moment où je pars, je libère la totalité, je les marque de préférence, j'effectue un tatouage et je libère mes poissons. Belle attaque, ça fait plaisir, il y en a quand même quelques-uns qui mordent. Voilà. On va lui laisser un peu de marge parce que l'eau est très chaude en surface, qu'il pourrait se mettre un peu à l'ombre sous le bateau. Hop, doucement. Voilà, comme ça je le mets derrière le pied du bateau. Et dans les combats, si des fois je tenais un autre silure qui vienne à proximité de l'embarcation, je prendrais la corde et je le mettrais de l'autre côté pour pas qu'il nous gêne. Parce qu'il m'est arrivé aussi de prendre des silures qui ne se mélangent jamais cordes. Alors il faut éviter tout ce genre de problème. Il faut beaucoup s'organiser dans une embarcation quand on pêche ce poisson. Donc tout à l'heure, on a prospecté un poste avec cette cuillère qui marchait très bien sur le poste en aval. Et à présent, sur celui-ci, on est aux abords d'une fosse. Et on va essayer le poisson bord-manier. Alors pour les poissons bord-manier, j'utilise souvent des poissons très robustes. C'est-à-dire des perches, des petites tanges, des poissons solides, tout simplement parce qu'ils ont une bonne tenue sur la monture. Et on peut se permettre de faire des grands lancers avec ce genre de vif. Il arrive parfois même de prendre un silure avec et de continuer à les exploiter derrière. C'est très solide la perche, hein, notamment la perche. Voilà. Cela nous servira certainement plus haut, on leur exploitera au-dessus. Alors bien entendu, le poisson bord-manier n'est pas du tout, la pêche du silure au poisson bord-manier n'est pas du tout comme la pêche du cendre. Hein. On fait déjà des prospections comme à la cuillère, entre deux eaux, et au fur et à mesure on descend par palier, et ensuite on prend des contacts avec le fond, mais il faut faire des relevés très très hauts. Il ne faut pas chercher à faire des petits relevés sur le fond, c'est pas nécessaire. On prend un contact, on relève sur 3 mètres. Alors, il y a une petite chose quand même que je vais vérifier, 2 choses avant de rentrer en action de pêche. C'est, bien entendu, resserrer un peu mon émoillon pour pas qu'il saute. Comme ça, il est bloqué. Et contrôler le frein de mon moulinet. Ça aussi, ça a son importance. Hein. Parce que si on se retrouve avec un frein complètement bloqué, c'est une rupture évidente sur un gros sujet. Là, c'est bon. Voilà. On est aux abords d'une fosse. Sous le bateau, il y a encore 12 mètres. Mais généralement, les silures se trouvent dans le centre de la Saône, ici, bien au centre. Hein. Et en fait, ils ne sont pas très loin de nous. Alors, ce que je fais, je jette un peu derrière, un peu en amont, compte tenu du léger courant qu'il y a. Le poisson manier ne part pas très très loin. Hein. Ce n'est pas une question de poids, puisque la perche par elle-même doit faire entre 100 et 150 grammes. C'est une question de prise de vent. Alors ça ne servira à rien de rajouter du plomb supplémentaire à l'intérieur du poisson, on gagnerait 20 grammes, et la prise d'air sera toujours la même. Hein. Voilà, là, je ne prends pas contact avec le fond tout de suite. Hein. Je vais commencer un maniement à peu près dans entre 8 et 10 mètres de fond. Il y a 14 mètres à l'endroit où je manie. C'est souvent la retombée là aussi qu'on a attaqué. Voilà, 2-3 levées, canne très très haute, on accompagne le fil à la descente. À certaines saisons, la pêche au bord-manier donne d'excellents résultats hein, sur les silures. Finalement, c'est ce qui rapproche le plus de la vérité. Au niveau des compositions, c'est moins artificiel que les cuillères. Et faut-il encore bien l'exploiter? Il faut bien se trouver à la bonne profondeur, il faut bien l'exploiter.
jeter là, je ne vais pas rejeter au même endroit. Je vais jeter un petit peu plus au-dessus. Et là, je vais attaquer le début de la fosse. Mais pour l'instant, je ne cherche pas le fond, hein. C'est toujours du maniement entre deux eaux. Eh ben, je viens de faire 5-6 passages avec au Mormagné. Les premiers avec un Mormagné lesté de 18 grammes. Les seconds avec le même poisson démuni du lest qu'il y avait en tête pour passer le plus naturellement possible. Aucune attaque. Mais avant de partir, je vais tout de même essayer une cuillère. Parce que les eaux sont claires et j'ai l'impression qu'il faut jouer l'effet de surprise sur le poisson. Alors celle-ci marche très très bien aussi, hein. Je pense que j'aurai des résultats. Si c'est pas ici, ce sera plus haut. Mais aujourd'hui, j'ai bien l'intention de l'utiliser. Une cuillère qui fait 65 grammes. Bien entendu, la récupération est beaucoup plus rapide que celle du Mormagné. Et quand les eaux sont claires comme ça, on peut déclencher une attaque, un effet de surprise sur le silure. Des petites accélérations. Là, je passe entre deux eaux. L'essentiel, c'est de bien prospecter un poste, hein, dans sa tête, hein. Savoir le prospecter et sur la largeur et sur la profondeur. On commence toujours l'amont. On tape dans 3-4 mètres d'eau. Quand les eaux sont assez calmes comme ça, les silures peuvent être positionnés à tous les niveaux, hein. Même s'ils affectionnent des lieux très profonds, ça ne veut pas dire qu'ils soient sur le fond, hein. Ils peuvent se trouver à 2 mètres au-dessus de la surface. Voilà, à présent, je relance au même endroit, mais je vais l'exploiter dans 6 mètres et ainsi de suite. Je vais descendre par palier et après je ferai la largeur, exactement dans la même technique. Je freine mon leurre, hein, pour pas qu'il tombe à l'aplomb, hein, que ça fasse trop de bruit en surface aussi. Au moment où il va percuter l'eau, je le retiens un peu. Ah! Oh, j'ai senti quelque chose là. Allez. J'ai senti les silures là, hein. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de remettre au même endroit, passer à la même vitesse, mais un peu plus au-dessus de leur tête. Parce que si je les ai sentis, c'est que mon fil les a touchés. Je vais voir en passant au-dessus de leur tête s'il y a des résultats. Tiens, bah, ce que j'ai senti, c'était bien les silures. J'avais dit qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je suis passé juste dans le groupe, mais ma cuillère devait se trouver au-dessous. Le fil a été en contact avec eux. Alors attends voir, je suis passé dans 3 mètres d'eau, 4 mètres d'eau. Ma cuillère à même était dans 5 mètres, ma cuillère était dans 5 mètres d'eau. Toc, là, est-ce qu'il y en a au-dessus? Tiens, regarde, on a encore une présence de mucus ici, bien au-dessus. 1, 2, je calcule, 3 mètres. Les silures sont dans 2-3 mètres d'eau là-bas en face. Je vais essayer de faire un passage dans 1,50 m d'eau pour voir si on a une attaque. Tout ça, il faut pêcher intelligemment de toute façon, hein. Quand on sent le poisson, il ne faut pas chercher à repasser pile au même endroit. C'est qu'on est passé ou trop bas, souvent trop bas, puisqu'on l'a senti, c'est très souvent dans le fil, hein. Le leurre, des fois, passe dans les silures, il n'y a pas d'attaque. Quand c'est le leurre qui passe dans les silures et qui les touche, à ce moment-là, on peut voir des traces de mucus sur le leurre, sur les moyens ou sur le triple. Mais là, il y a du mucus au-dessus. Ça veut dire que le leurre est passé au-dessous des silures. Donc, je vais m'arranger pour prospecter plus rapidement et passer au-dessus de la zone de silure. Voilà, je vais le laisser couler très très peu, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, là, ça doit être bon. Et récupérer immédiatement. Je suis un peu trop haut.
Tout à l'heure, j'avais pas fait le même jeté, j'étais légèrement plus bas. On va jeter 2 mètres au-dessous. Voilà, c'est là que ça se passait. On va pas trop laisser couler. 3 mètres. 4 mètres. On va récupérer, ça remonte ma cuillère dans 3 mètres. Petites accélérations, c'est jamais, ça peut déclencher. Touché, pris. Il n'est pas très gros. Belle attaque. Tu vois, je suis passé à 2-3 reprises au poisson mormanier. Et là, la cuillère, ça a fait la différence. Quand il y a du courant, quand il n'y a pas de courant, comme ça, que les eaux sont claires, le poisson, les silures ont souvent le temps de voir les propositions des filets. Voilà ce que j'aime. Regarde. Oh là là. Pour des petits sujets comme ça se défend bien. Hein. Et après, on dit que le silure est un poisson qui ne tire pas. Ils offrent quand même des jolis combats, même quand ils ne sont pas de grosse taille. Tout dépend de l'oxygénation de l'eau, du coin où on les prend et du caractère du poisson. Hein. On n'en est pas au bout encore. Hein. Ah, tu vois, là je prends pas trop de risques. Tout simplement parce que l'hameçon est piqué profondément dans la gueule. Lorsque l'hameçon est piqué en bordure de gueule, c'est beaucoup plus dangereux à les saisir. Hein. Là, je peux y aller franchement. Ça commence à faire des poissons qui te donnent des émotions. Au niveau des combats, ça se défend bien. Et j'ai l'impression qu'on a encore un estomac vide, tu vois, il n'y a pas trop d'activité alimentaire en ce moment. On a bien avalé, hein, aussi. Le problème, c'est que quand ils sont pris dans cette partie inférieure à la mâchoire, ils sont près des organes vitaux et souvent il peut se créer des hémorragies internes. Bon, bah là, je pense pas qu'il y ait trop de grabuge. C'est un poisson qui saigne énormément quand il est pris dans les branchies. Hein. Alors, il faut prendre beaucoup de précautions pour le décrocher si le pêcheur a l'intention de le remettre à l'eau. Hein. Surtout dans la partie profonde de la gueule. En bordure de gueule, ça craint rien généralement. Voilà. Alors là, on va tatouer et noter le silure que je viens de prendre. Ceci est une teinture avec un pourcentage d'alcool. C'est inoffensif pour le silure. Voilà. Normalement, ce cas-là sert à tatouer 2 poissons à peu près. Bien refermer le tube, parce que alors là, c'est indélébile. Hein. C'est un système de seringue à air comprimé. Hein. En fait, voilà ce qui se passe. On charge comme ceci. Et voilà, et ça part sous la peau du poisson. Donc on a constaté avec le temps, après avoir mis même des silures dans des aquariums, notamment l'aquarium de Tours, on a constaté que ce produit ne causait absolument aucun dommage sur la peau du poisson.
Et ça a été mis au point par l'Université Lyon 2 et le professeur Caillard lui-même, qui depuis déjà des années suit le silure dans tous les domaines. Hein. Alors là, on va mesurer le poisson, le peser, le tatouer, marquer la date, l'endroit où on l'a pris, l'endroit où il a été remis à l'eau, et puis ce sera tout. Ça représente pas mal de travail, mais c'est intéressant. Et ça le sera davantage quand j'aurai eu une centaine de retombées. Alors dès l'instant où on décide de remettre un poisson à l'eau, on prend un maximum de précautions pour ne pas trop les abîmer. Alors on avait dit 80,5 kg et là on est à 91 kg. Ce qui fait qu'on a 10,5 kg. On va prendre sa longueur. « 500 kg, ça doit être un spécimen de un peu plus d'un 10 normalement. Il devrait faire un peu plus d'un 10. On va savoir ça tout de suite. Voilà. Il fait 1,12 m. Voilà. Longueur, poids, date, lieu de la prise et lieu de la remise à l'eau. Et il y a son numéro, maintenant on va faire son tatouage. Alors j'évite de piquer trop près les barbillons parce que c'est tout de même ce qui développe chez lui son sens un peu olfactif et sensitif pour pas déranger cette chose de la nature qui est absolument extraordinaire chez ce poisson. J'ai appris des choses extraordinaires avec ces poissons en les notant ainsi déjà. Et pourtant je n'ai pris que 6 poissons marqués. Mais je me suis rendu compte qu'ils étaient capables d'effectuer de longs déplacements, qu'ils avaient tout de même une croissance très élevée. Mais j'ai besoin de faire encore au moins 1 an ou 2 de marquage pour être bien précis dans la matière. Voilà, à présent tout est noté. Le poisson est marqué. Alors on va le prendre. On va essayer de le soulager. Parce qu'il faut faire attention tout de même. Hein. Les gros sujets, là, ça va. C'est des sujets qui font 10-12 kilos. On peut se permettre de les prendre comme ceci. Mais les gros sujets, il faut bien les soulager au niveau du corps, car on risque de les déluquer. Hein. Voilà. Bon, les coins sont bien apparents. On sent qu'il y a du produit dessous. Et ça va se répartir, ça va faire des auréoles. Alors j'en ai repris plus d'un an après, et le marquage était toujours bien visible. Voilà. Allez, tu vas y aller. Hein. Tu vas y aller. Donc on vient de pêcher un poisson que je viens de noter, on vient de le remettre à l'eau. Mais si toutefois dans la journée on fait un gros sujet, on appellera l'aquarium de Tours, je leur offrirai. Ils ont un grand silurium et tous les silures déjà que j'ai donnés sont à l'intérieur. C'est extraordinaire à voir. Voilà, ça va faire le 5e poste qu'on traque. On a réussi sur 2 postes. Sur les autres, j'ai senti les silures mais n'ai pas vraiment ressenti de touche. Oh, cette touche qu'il m'a fait là, extraordinaire. Superbe touche. Et je savais qu'ils y étaient là. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une période de reproduction. Ici, il y a beaucoup de femelles. Elles sont posées sur le fond, elles ne sont pas mordeuses. Et ça repart. C'est un joli, plus gros que tout à l'heure. Alors là, bien mordu en plus. Hein. On a un beau spécimen entre les mains là. Voilà ce que c'est que déjà un beau silure, hein, ce que ça peut représenter déjà. On n'est encore pas au bout. Hein. Tu vois,
Voilà, il est plaqué sur le fond et il remonte le chenal tout doucement. C'est à moi, à être patient. Il ne faut pas que je m'excite trop parce que c'est au moment où il a le plus de force au début du combat, comme ça. Si je m'amuse à tout très le brider, bloquer mon moulinet, il aura plus de force que moi et il m'emmène tout facile, il peut me casser. Tu vois là, regarde-le, il part. Et il arrête plus. Je crois qu'on a affaire à un gros sujet là. C'est pas un bébé d'un mètre, hein. Ça c'est sûr. Ça part. Oh là là, les coups de tronche. Oh là là, les coups de tête. Regarde, un coup de tête, c'est 2 mètres de tirée, t'as vu? Chaque coup de tête. Alors, quand on a affaire à des gros spécimens comme ça, ce qu'il faut, c'est être très calme au début, hein. Et ça part. Parce que si je m'amuse à vouloir gagner sur le poisson, c'est lui qui l'emportera sur moi, hein. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'on ait de la chance aussi de notre côté, hein. Il y a quelques endroits où il y a des obstacles sur le fond. Il faut ramasser ces obstacles. S'il part dedans, c'est cuit, hein. Eh ben, dis donc, tu veux me donner du fil à retordre combien de temps, là? Là, il n'y a rien à faire. Je crois qu'on va prendre... On va être patient, hein. L'essentiel, c'est qu'ils ne me prennent pas tout le fil. Si je vois que ça commence à diminuer dans le fil, la réserve de fil que j'ai, à ce moment-là, on décrochera le poids et on suivra le poisson. Tu vois, l'action de pompage, c'est très important, hein. Jamais récupérer un fil sans bouger la canne. On lève le poisson avec la canne, on récupère en descendant. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne peux rien faire, c'est le silure qui décide. Il décide de sa destination, il fait ce qu'il veut. S'il a envie, il peut me prendre 100, 150 mètres de fil, hein. Les gros sujets, c'est pas un problème, hein. Joli bébé. C'est agréable, c'est superbe. Tous ces derniers temps, j'ai touché que des petits. Je faisais des sorties avec des moyennes de 5-6 silures, mais rarement au-dessus du mètre 20. Et là, ça fait plaisir d'avoir quand même un beau spécimen de temps en temps. Puis une époque, c'était tous les jours que je touchais des gros comme ça. Et il y avait toujours des gros qui se mettaient dans les séries de silures que je touchais. Je commençais à me demander où ils étaient passés. Et c'est reparti, milieu de saône. Il n'y a rien à faire, hein. Je l'amène sur 5 mètres, il m'en reprend 30. Allez Kiki, reviens là. Je vais commencer à serrer un peu le moulinet, léger, pour le mettre plus au raide. Allez, viens, j'ai réussi à lui prendre 15 mètres, là. Est-ce qu'il va repartir? Le problème, c'est qu'il a balayé toute la fosse où il y avait les autres silures. Et ça a déclenché une panique générale. Alors, ce ne sera pas évident de reprendre du poisson derrière à cet endroit-là, hein, parce qu'il a bien balayé le secteur, hein. Quand c'est des petits, on a la chance de pouvoir les amener à soi rapidement. Mais les gros sujets, ils font ce qu'ils veulent, hein. Allez, il commence à venir sous le bateau. Regarde le décompressé, regarde les décompressions là-bas, c'est lui, tu vois? Regarde-le, regarde-le. Regarde le remous qu'il a fait, dit. Il n'est pas vilain, hein? Regarde ce qu'il relâche comme air.
peux rien faire pour l'instant. Oh le beau, oh le beau, oh la belle bête. Ah qu'il est beau. Ah, la corde. Putain la corde. Tu restes là. Tu restes entre deux eaux. Tu reprendras pas ton fond. Là. Viens là. Viens là. Ici. Putain, les coups de mâchoire qu'il met en plus. Ah, il va pas se rendre comme ça. Ah, il part son poids maintenant, il a du gain. Je te tiens, je te lâche plus, hein. Allez, allez, viens. Cette fois-ci. Non, Dieu. Oui. Oh, qu'il est beau. Il fait plus de 2 mètres. Eh ben voilà. Il est au sec. C'est toujours une joie. J'en prends tous les jours, mais c'est toujours une joie. Surtout les beaux comme ça fait plaisir. Ah, quel régal. Ah, celui-là, il n'allait pas se dépiquer, hein. Ah. En poids, oui, c'est un poids. C'est un lourd. Il fait 50, je dirais entre 50 et 60 kilos. Regarde ça un peu. Tu sais, quand je l'ai pris, il s'est vissé sur place, tu as vu? Et là, c'était pas le moment de le lâcher, hein. J'avais posé la canne dans le bateau, je maîtrisais plus rien quand je le lâche. C'est au moment où tu les as dans la mâchoire, il faut serrer au maximum, assurer sa prise. Ça fait un beau bébé. Alors, tu vois la mâchoire du silure, regarde un peu ce gouffre. Ça, c'est un poisson qui peut avaler des carpes, voire des carpes de 5-6 kilos sans difficulté. Tu vois, la configuration de la mâchoire est très importante, mais l'ouverture du myocarde, au fond, l'est autant. Hein. On va regarder ce qu'il a mangé. Ben, il n'y a rien. Tu vois, ça fait 2 silures ce matin pris et 2 silures à l'estomac vide. Et en ce moment, tous les spécimens que je fais quasiment ont l'estomac vide. Viens avec moi là. Oui.